Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Nous clôturons cette fois notre rencontre avec le professeur Benoît Bourgine, professeur de théologie à la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain. Professeur Bourgine, bonjour. Vous avez abordé brièvement, lors de notre dernière émission, la thématique de la liberté. Je pense que c'est une thématique qui vous est chère comme théologien. Alors justement, peut-être, comment est-ce que vous percevez cette notion de liberté comme théologien ? Alors, il y a un lien avec la vérité. Hein. La vérité vous rendra libre. Jean au chapitre 8, si je me rappelle bien. Et on peut, bien sûr, parler de cette liberté dans l'existence chrétienne. On peut aussi nourrir quelques préoccupations sur la manière dont la liberté est fragilisée aujourd'hui dans la société. L'épisode du coronavirus nous a montré la facilité avec laquelle nous avons renoncé à toutes nos libertés civiles et que l'État s'est arrogé les pouvoirs spéciaux. Alors, bien sûr, c'était pour une question de santé publique, donc pour préserver la santé des citoyens. Mais est-ce que la santé des citoyens est la valeur dernière de la société ? N'est-ce pas une idolâtrie de la vie? Est-ce que nous n'avons pas des valeurs plus grandes que la santé? Ou est-ce que... C'est une question qu'on peut poser, mais peut-être cet épisode du coronavirus n'a été qu'un symptôme d'un problème plus grand, à savoir une certaine fatigue de la liberté. Comme si la civilisation qui nous avait donné cette jouissance de la liberté dans la vie démocratique, la vie civile, la manière dont nous choisissons nos gouvernants, dont nous choisissons les lois par le vote, par le débat public, si nous étions encore à la hauteur de soutenir cette conversation publique et exercer pleinement, c'est ça la citoyenneté, notre part de légitimité politique. Pourquoi je dis ça? Parce que Yascha Mounk, dans son livre « Le peuple contre la démocratie », qui est un professeur de Harvard, souligne à quel point les jeunes générations en Europe et en Amérique du Nord ont une appétence pour des pouvoirs autoritaires. D'où cela vient-il? Comme s'il y avait, semble-t-il, un manque d'éducation civique et que dans le chaos du débat démocratique, on a l'impression que quelque chose est perdu et qu'on ne s'y retrouve plus. Donc je pense qu'il y a d'abord un travail d'éducation à faire. Et puis, autre point très important, c'est que la liberté, dans la démocratie, elle repose sur l'égalité. Or, là aussi, il y a une zone particulièrement délicate aujourd'hui, et je pense à la politique des identités. C'est quoi la politique des identités? C'est cette manière dont aujourd'hui les jeunes générations, et ça part des campus américains, mais un auteur a dit qu'aujourd'hui le monde est devenu un grand campus, c'est-à-dire qu'il y a le travail, la forte influence des campus sur la société à travers les réseaux sociaux, à travers les organes de presse généralistes est très fort. C'est cette manière de se définir en fonction de traits de personnalité, des aspects de son identité, mais qui sont absolutisés sous un mode victimaire. Alors, c'est l'identité sexuelle, c'est l'orientation de genre, c'est la race, éventuellement. Un mot qu'on avait cessé de prononcer et qui redevient maintenant à l'avant-plan. Alors, l'égalité est mise en question. L'égalité, c'est le socle de la démocratie. Nous nous laissons libres et égaux comme citoyens. Et bien sûr, ça vient ultimement du christianisme. C'est bien sûr saint Paul. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme libre ni esclave, ni homme ni femme. Nous sommes tous dans le Christ, mais ça a été le socle à partir duquel l'Occident s'est forgé l'idée d'égalité. Et cette égalité est précisément mise en danger, comme on l'entend ces semaines-ci, dans un combat antiraciste, tout à fait légitime en soi. Pensons à Martin Luther King. Je rêve du jour où on ne jugera pas les personnes sur la couleur de leur peau,
mais sur le contenu de leur personnalité, the content of their character. Donc, et non on the color of their skin. Formidable. La force de ces discours qu'il a prononcés dans les années 60 reste encore tout à fait vivante. Mais aujourd'hui, ce que disent Black Lives Matter, ce n'est pas du tout ça. C'est le contraire. Il faut discriminer sur la couleur de la peau. C'est-à-dire que les Blancs sont par définition coupables, privilégiés, et que les Noirs sont par définition discriminés. Alors, il peut y avoir des réalités tout à fait à changer et pour lesquelles combattre. Mais on a là, dans le discours d'un certain nombre, notamment de professeurs de Whiteness Studies, je pense à Madame D'Angelo, par exemple, aux États-Unis, quelque chose qui fait revenir à la faute collective. Hein. C'est-à-dire qu'on attribuerait à tous les Blancs la faute d'être blanc. Alors là c'est une rupture d'égalité. Et ce danger est tellement présent que le Sénat de Californie vient de voter la fin de l'égalité constitutionnelle devant la loi, en disant on va enlever ce paragraphe de la Constitution de l'État de Californie selon lequel on ne doit pas discriminer sur la race, sur l'orientation sexuelle ou sur éventuellement la religion. Pourquoi ? Parce qu'il faut pouvoir favoriser éventuellement des minorités discriminées. Mais vous voyez que là, c'est très grave parce qu'on sort de l'égalité. Hein. Alors, c'est peut-être l'un des signes où l'on voit l'humanisme séculier qui a du mal à soutenir les grandes idées qui viennent notamment de la matrice biblique, à savoir liberté, vérité, égalité, parce que nous sommes tous frères devant Dieu. Et cet humanisme a du mal à nourrir la hauteur de ces exigences que porte le christianisme. Et en tout cas, c'est assez inquiétant, et je crois que les chrétiens doivent pouvoir comprendre ce qui a d'abord distinguer le livret du bon grain, c'est-à-dire que forcément il faut être aux côtés des personnes minorisées, discriminées qui pourraient souffrir dans la société en fonction d'un trait de personnalité qu'on retournerait contre eux. Oui, mais attention à ne pas faire en sorte que ces minorités deviennent tyranniques et d'instaurer une discrimination à l'envers, hein, par exemple en faisant porter sur tous les Blancs une faute collective qui est juste une aberration. Hein, parce qu'alors, du coup, on reviendrait dans une société inégalitaire et profondément injuste. On peut donner aussi comme exemple l'examen d'entrée de Harvard. L'université de Harvard a été obligée de reconnaître que depuis un certain nombre d'années, elle discriminait les Américains d'origine asiatique en leur faisant perdre des points systématiquement. Elle favorisait les Afro-Américains en leur donnant davantage de points selon l'examen qu'ils passaient. Et donc l'université d'Harvard s'est expliquée en disant on veut faire en sorte que dans nos étudiants, nous ayons une frange équivalente entre étudiants d'origine asiatique, d'origine afro-américaine ou d'origine blanche, WASP. Mais du coup, il n'avait pas dit qu'il discriminait négativement les Asiatiques parce qu'il se trouve qu'ils réussissent mieux en moyenne. Donc, est-ce que c'est l'égalité, cela ? Alors on voit l'intérêt éventuellement de faire en sorte qu'une communauté ait une visibilité pour faire en sorte que toute la communauté puisse profiter, hein, et fasse vivre les qualités réellement. Mais on voit aussi la possibilité de rendre la société tout à fait inhospitalière, d'une guerre de tous contre tous.
hein, parce qu'on a déjà le cas avec l'écriture inclusive, hein, cette espèce de prise en otage du langage, qui est le monde commun que nous avons entre nous, qui règle nos relations. C'est une prise en otage par une idéologie féministe qui pense qu'on va augmenter la représentation des femmes en rendant la langue beaucoup plus compliquée. Hein, pour nos étudiants qui déjà ont du mal avec le français, c'est une complication supplémentaire, l'écriture inclusive. Quelque chose qui nuit, me semble-t-il, en réalité à la cause des femmes. Bon, on peut en parler. Mais voilà, toutes ces avancées, entre guillemets, qui veulent lutter contre des discriminations, mais qui peuvent aussi se retourner contre l'égalité, c'est-à-dire nuire au pacte social. Hein. Je crois que la Bible, avec cette affirmation très forte, hein, de l'universalité du don de Dieu, du fait que Dieu est Père de tous, hein, nous avons une conscience que ce n'est pas un de nos traits particuliers, la race, la religion, l'orientation sexuelle, qui doit nous définir absolument. On doit pouvoir relativiser chacun de ces traits, hein, et ne discriminer évidemment personne, mais en tout cas savoir que dès qu'un de ces traits est absolutisé et devient l'objet d'un combat sociétal, alors le risque est grand de nuire simplement à la conversation civile et simplement à la convivence, à la convivialité dans la société. D'où l'importance donc de revenir et reprendre le temps de redécouvrir la Bible et de voir ce que Dieu attend de chacune et chacun de nous. Merci à vous, professeur, d'avoir pris le temps tout au long de ces émissions de nous aider à mieux comprendre le sens théologique de la Bible et de ces notions de grâce, de vérité et de liberté. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir accompagnés tout au long de ces émissions. Au nom de toute l'équipe qui les a préparées, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.